Et si je vous disais que vous vivez sous la pire forme de dictature jamais inventée? Une dictature si subtile que vous l'appelez liberté, si tyrannique que vous la défendez comme progrès? Si cette idée vous dérange, c'est normal. Vous venez de découvrir ce que Gilbert Keith Chesterton appelait la tyrannie des vivants, cette arrogance moderne qui consiste à croire que seule notre génération a le droit de vote sur la vérité, la morale et la sagesse. Mes amis, nous vivons dans une époque qui a commis le crime démocratique le plus monstrueux de l'histoire, elle a privé du droit de vote la majorité écrasante de l'humanité. Et cette majorité, ce sont tous ceux qui nous ont précédés, tous ces morts qui ont accumulé des millénaires de sagesse, d'expérience et de vérité. Chesterton avait découvert un paradoxe révolutionnaire, la tradition n'est pas l'ennemi de la démocratie, c'est sa forme la plus parfaite. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette démocratie des morts est notre seule protection contre la dictature de l'instant présent. Pourquoi vos croyances actuelles sur le progrès et la modernité vous maintiennent-elles en esclavage intellectuel? Comment Chesterton a-t-il découvert que les morts sont les électeurs les plus fiables? Et surtout, comment pouvez-vous échapper à cette tyrannie temporelle pour rejoindre la vraie démocratie de l'humanité? Si vous cherchez à comprendre pourquoi notre époque semble si perdue malgré tous ces progrès, abonnez-vous maintenant à Le Prince des Paradoxes. Car nous allons explorer ensemble comment la sagesse des siècles peut libérer votre esprit des chaînes du présent. Voici le paradoxe qui nous confronte aujourd'hui, nous vivons dans l'époque qui se proclame la plus démocratique de l'histoire, et pourtant, nous pratiquons l'exclusion politique la plus radicale jamais vue. Nous avons simplement choisi d'exclure du processus démocratique la quasi-totalité de l'humanité. Pensez un instant, mes amis. Quand nos sociétés modernes prennent une décision démocratique sur les questions fondamentales, la famille, la morale, l'éducation, la spiritualité, qui a le droit de vote? Uniquement ceux qui respirent encore en ce moment précis de l'histoire. C'est comme si nous décidions de faire un référendum sur la musique en autorisant à voter que les personnes nées cette année. Cette situation aurait fait sourire Chesterton avec son humour caractéristique. Imaginez, nous consultons des millions de nos contemporains pour savoir s'il faut maintenir le mariage traditionnel, mais nous refusons catégoriquement d'écouter l'avis des milliards d'êtres humains qui ont expérimenté cette institution pendant des millénaires. Nous demandons à des adolescents de 18 ans leur opinion sur l'éducation, mais nous ignorons superbement la sagesse accumulée par des générations de grands éducateurs. C'est exactement ce que Chesterton appelait la tyrannie des vivants, cette dictature temporelle qui considère que seule la génération présente possède la vérité, comme si la sagesse était une invention de notre siècle. Mais le paradoxe devient encore plus troublant quand on réalise ce que cette exclusion implique réellement. En écartant systématiquement les voix du passé, nous ne pratiquons pas la démocratie, nous pratiquons la pire forme d'oligarchie, le gouvernement de l'instant présent sur l'éternité. Car voyez l'ironie, mes amis, nous qui nous enorgueillissons de notre ouverture d'esprit, nous qui condamnons toute forme d'exclusion, nous pratiquons l'exclusion la plus massive de l'histoire. Nous fermons nos oreilles aux conseils de nos grands-mères sous prétexte qu'elles sont dépassées. Nous rejetons la sagesse de nos traditions sous prétexte qu'elles sont anciennes. Nous bâillonnons les voix des siècles sous prétexte que les morts ne comprennent pas notre époque. Cette attitude révèle une arrogance temporelle stupéfiante. C'est comme si chaque génération se disait « tous ceux qui nous ont précédés étaient des imbéciles, mais nous, enfin, nous avons tout compris ». Chaque époque devient ainsi prisonnière de ses propres modes intellectuels, de ses propres aveuglements, de ses propres folies, sans le correctif de la perspective historique. Et le résultat? Nous tournons en rond, nous répétons les mêmes erreurs, nous redécouvrons péniblement des vérités que nos ancêtres connaissaient parfaitement. Nous ressemblons à des gens qui brûleraient toutes les cartes sous prétexte d'explorer un territoire avec un regard neuf, pour ensuite se perdre dans des chemins que leurs prédécesseurs avaient déjà cartographiés. La modernité nous a fait croire que cette exclusion systématique du passé était un signe de liberté. En réalité, elle nous a enfermés dans la prison temporelle la plus étroite qui soit, le présent immédiat. Nous sommes devenus les esclaves de l'instant, incapables de bénéficier de la richesse accumulée par l'humanité. Mais bien sûr, me direz-vous, notre époque a raison d'ignorer les voies du passé. Voyez donc tout ce que nous avons accompli. Nous avons la science moderne, la technologie,
les droits de l'homme, l'égalité, la médecine avancée. Comment pourrions-nous prendre au sérieux les opinions de gens qui ne connaissaient ni l'électricité ni Internet? C'est exactement l'opinion commune de notre temps, mes amis. Et elle semble si évidente, si rationnelle. Nous savons bien plus de choses que nos ancêtres sur le fonctionnement de l'univers physique. Nous avons résolu des problèmes techniques qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Pourquoi alors nous embarrasser de leurs conseils primitifs sur la vie, la morale ou le bonheur? Cette logique du progrès linéaire nous rassure. Elle nous dit que chaque génération est automatiquement plus sage que la précédente, que l'histoire humaine ressemble à une escalade constante vers la vérité et le bonheur. Les morts? Ils représentent les échelons inférieurs de cette progression glorieuse. Écouter leurs conseils reviendrait à redescendre l'escalier du progrès. D'ailleurs, regardez comme nos sociétés modernes sont plus éclairées. Nous avons aboli l'esclavage, nous défendons les droits des minorités, nous prônons la tolérance. Nos ancêtres, avec leurs guerres de religion, leurs préjugés, leurs superstitions, que pourraient-ils bien nous enseigner? Et puis, le monde change si vite. Les défis d'aujourd'hui n'existaient pas hier. Le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, la mondialisation, comment des gens qui voyageaient à cheval pourraient-ils comprendre notre réalité? Leurs solutions appartiennent à leur époque, point final. Cette mentalité progressive nous libère aussi d'un poids psychologique énorme, nous n'avons plus à nous justifier devant personne. Ni devant nos ancêtres, ni devant leurs traditions, ni devant leurs exigences morales. Nous sommes enfin libres de créer nos propres valeurs, nos propres normes, notre propre définition du bien et du mal. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne l'école moderne, pensée critique, remise en question des autorités traditionnelles, autonomie intellectuelle. Nous apprenons à nos enfants à ne jamais accepter quelque chose simplement parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. N'est-ce pas là le signe d'une époque adulte, émancipée des superstitions du passé? Même dans nos familles, cette logique s'impose. Les jeunes parents consultent des experts, des psychologues, des pédiatres, pas leurs grands-parents. Car que peuvent savoir ces derniers des découvertes récentes sur le développement de l'enfant? Leurs méthodes traditionnelles semblent si dépassées face aux dernières recherches scientifiques. Et religieusement? Même les croyants modernes pratiquent ce tri sélectif. Ils gardent ce qui leur convient dans la tradition, ils rejettent ce qui les dérange. Après tout, les textes anciens ont été écrits dans des contextes si différents. Il faut les adapter à notre époque, les moderniser pour qu'ils restent pertinents. Cette attitude nous donne l'impression exaltante d'être les premiers humains vraiment libres de l'histoire. Libres de choisir, libres de critiquer, libres d'inventer. Nous ne sommes plus les prisonniers des traditions, nous en sommes les juges souverains. Voilà l'opinion commune de notre temps, mes amis. Elle semble si logique, si évidente, si libératrice. Et pourtant, c'est ici que Chesterton fait une découverte cruciale qui va bouleverser toute cette belle logique moderne. Car avec son génie habituel pour débusquer les contradictions, il nous montre que cette libération du passé n'est en réalité que la plus subtile des tyrannies. Mes amis, voici l'intuition géniale de Chesterton, en excluant les morts du processus démocratique, nous ne nous libérons pas de l'autorité, nous nous soumettons à la pire forme d'autorité qui soit, l'autorité de l'accident temporel. Réfléchissez un instant, si seuls les vivants peuvent voter sur les questions fondamentales, cela signifie que la vérité dépend entièrement du hasard de votre date de naissance. Né en 1900? Vous croyez aux valeurs de 1900. Né en 2000? Vous croyez aux valeurs de 2000. Mais pourquoi les opinions de 2024 seraient-elles plus vraies que celles de 1724 ou de 1224? Chesterton nous révèle un paradoxe étonnant, cette modernité dont nous sommes si fiers n'est qu'une forme de provincialisme temporel. Nous nous comportons exactement comme ces villageois qui refusent d'écouter les conseils des habitants du village voisin. Sauf que notre village, c'est notre époque, et nous refusons d'écouter tous les autres villages de l'histoire humaine. Mais le retournement devient encore plus saisissant quand Chesterton nous fait remarquer qui profite réellement de cette exclusion des morts. Car si les traditions ancestrales ne peuvent plus voter, qui remplit ce vide démocratique?
Les modes intellectuels du moment, les intérêts économiques dominants, les idéologies à la mode. En chassant l'autorité stable et testée des traditions, nous ne créons pas la liberté, nous ouvrons grand la porte à toutes les tyrannies éphémères. Privés de la sagesse accumulée des siècles, nous devenons les proies faciles de n'importe quel charlatan contemporain, de n'importe quelle nouveauté séduisante. Comme Chesterton le remarquait avec son humour habituel, nous avons libéré les hommes de leurs chaînes ancestrales pour mieux les enchaîner aux caprices du jour. Car voyez l'ironie. Nos ancêtres, nous les accusons d'être conditionnés par leur époque. Mais nous sommes tellement libres que nous pensons exactement comme tout le monde en 2024. Et puis, Chesterton nous fait découvrir quelque chose de encore plus troublant, cette exclusion des morts repose sur une conception profondément antidémocratique de la vérité. Car enfin, si nous croyons vraiment à la démocratie, pourquoi accepterions-nous que la majorité soit systématiquement privée de voix? Imaginez, mes amis, sur la question du mariage, combien de milliards d'êtres humains ont voté pour la conception traditionnelle en la vivant, la défendant, la transmettant à leurs enfants? Et nous, quelques millions de contemporains, nous nous arrogeons le droit d'annuler ce vote majoritaire de l'humanité. C'est exactement ce que Chesterton appelait la démocratie des morts, non pas une superstition morbide, mais la vraie démocratie enfin élargie à sa dimension réelle. Car la démocratie ne consiste-t-elle pas à écouter le plus grand nombre? Et le plus grand nombre, ce ne sont pas les vivants d'aujourd'hui, ce sont tous les humains qui ont jamais vécu. Si vous trouvez cette perspective fascinante et que vous voulez découvrir comment appliquer cette sagesse chestertonienne à votre vie quotidienne, abonnez-vous maintenant à Le Prince des Paradoxes. Car nous explorons ensemble comment la tradition peut libérer votre esprit des tyrannies contemporaines. Mais Chesterton va encore plus loin dans son retournement. Il nous montre que cette démocratie des morts n'est pas seulement plus juste, elle est aussi plus rationnelle. Car qui sont les meilleurs conseillers sur les questions fondamentales de l'existence? Ceux qui n'ont pas encore vécu ces expériences, ou ceux qui les ont traversées jusqu'au bout? Voici la vérité cachée que Chesterton nous révèle. Mes amis, la tradition n'est pas l'ennemi de la démocratie, c'est la démocratie elle-même, enfin libérée de l'accident temporel et étendue à sa véritable dimension universelle. Car qu'est-ce que la tradition, au fond? C'est le résultat du plus vaste référendum jamais organisé dans l'histoire humaine. C'est le vote continu de milliards d'êtres humains qui, génération après génération, ont testé certaines idées, certaines pratiques, certaines valeurs, et les ont jugées assez précieuses pour les transmettre à leurs enfants. Chesterton nous fait comprendre que chaque tradition authentique représente une victoire démocratique écrasante. Prenez le mariage, ce n'est pas une invention arbitraire de quelques tyrans, c'est la conclusion pratique de millions de générations qui ont expérimenté toutes les formes possibles d'organisation familiale et ont découvert que celle-ci fonctionnait le mieux pour le bonheur humain et la stabilité sociale. La vérité étonnante est que nous, modernes, nous nous comportons exactement comme ces aristocrates d'anciens régimes que nous prétendons mépriser. Car qu'est-ce que l'aristocratie, sinon le gouvernement de quelques-uns sur le grand nombre? Et nous, que faisons-nous d'autre quand nous imposons nos modes intellectuels contemporaines contre le vote unanime des siècles? Mais Chesterton va encore plus loin. Il nous révèle que cette démocratie des morts possède une qualité que ne peut jamais avoir la démocratie des seuls vivants, elle est libérée des passions du moment, des intérêts immédiats, des peurs et des espoirs qui aveuglent toujours les contemporains. Voyez la sagesse de cette perspective. Les morts n'ont plus rien à gagner ni à perdre dans nos débats. Ils ne cherchent plus le pouvoir, la richesse ou la gloire. Leurs conseils sont purifiés par l'expérience complète qu'ils ont eue de la vie, par le recul que donne la mort. Ils sont les témoins les plus fiables parce qu'ils sont les plus désintéressés. Et puis, mes amis, Chesterton nous fait découvrir quelque chose de magnifique, cette démocratie des morts n'est pas une nostalgie morbide du passé, c'est au contraire la source de la vraie créativité, de la vraie liberté, du vrai progrès. Car voyez le paradoxe. Quand nous nous coupons de la tradition, nous ne devenons pas plus libres, nous devenons esclaves des modes du jour. Privés de l'immense patrimoine intellectuel et moral de l'humanité, nous sommes condamnés à réinventer constamment la roue, à refaire les mêmes erreurs, à tourner en rond dans nos petites obsessions contemporaines. Mais quand nous acceptons de dialoguer avec cette démocratie élargie des siècles,
Quand nous consultons ce Sénat invisible de l'humanité, alors nous accédons à une richesse inouïe. Nous découvrons des solutions testées, des sagesses éprouvées, des perspectives qui élargissent infiniment notre horizon mental. Chesterton nous révèle ainsi que la tradition n'étouffe pas l'innovation, elle la nourrit. Car comment innover vraiment si on ignore ce qui a déjà été tenté? Comment créer du nouveau si on ne connaît pas l'ancien? C'est comme vouloir composer une symphonie en ignorant toute la musique qui nous a précédés. La vérité profonde que Chesterton nous dévoile, c'est que nous avons confondu la liberté avec l'isolement. Nous avons cru que pour être libre, il fallait rompre tous les liens avec le passé. Mais la vraie liberté, c'est celle qui nous permet de puiser dans toute la richesse accumulée par l'humanité, de bénéficier de l'expérience de tous ceux qui nous ont précédés. Et voici peut-être le plus beau dans cette révélation chestertonienne, cette démocratie des morts n'exclut personne. Elle accueille toutes les époques, toutes les cultures, toutes les expériences humaines. Elle est vraiment universelle, vraiment catholique au sens étymologique du terme. Maintenant, mes amis, comment vivre concrètement cette vérité révolutionnaire dans votre existence quotidienne? Comment pratiquer cette démocratie élargie des morts dans un monde qui a déclaré la guerre à la tradition? Chesterton nous donne d'abord un conseil pratique d'une simplicité géniale. Avant de rejeter une tradition, demandez-vous pourquoi elle existe. Car chaque tradition authentique a survécu pour une raison. Elle a résolu un problème réel, elle a répondu à un besoin profond, elle a apporté une solution pratique que des générations ont jugée assez précieuse pour la transmettre. Prenez l'exemple concret de l'éducation de vos enfants. La sagesse moderne vous dit de consulter les derniers experts, de suivre les dernières méthodes pédagogiques. Mais Chesterton vous invite à consulter aussi cette immense assemblée de parents qui vous ont précédé. Que nous enseigne-t-il sur la patience, la discipline, l'autorité bienveillante, la transmission des valeurs? Dans vos relations amoureuses, au lieu de suivre aveuglément les conseils des magazines contemporains sur l'amour moderne, consultez cette démocratie des amoureux de tous les siècles. Que vous disent-ils sur la fidélité, l'engagement, le sacrifice mutuel, la croissance commune dans l'épreuve? Pour vos choix professionnels, écoutez non seulement les gourous du développement personnel d'aujourd'hui, mais aussi cette assemblée de travailleurs de toutes les époques. Que vous enseigne-t-il sur le sens du travail bien fait, sur l'honneur professionnel, sur l'équilibre entre ambition et sagesse? Chesterton nous propose même un exercice spirituel concret. Avant chaque décision importante, imaginez que vous devez justifier votre choix devant cette assemblée universelle de l'humanité. Que diraient vos grands-parents? Que penseraient les saints et les sages de toutes les traditions? Cette perspective vous libère immédiatement des pressions mesquines du moment présent. Mais attention, mes amis! Cette consultation de la démocratie des morts ne signifie pas un conformisme aveugle au passé. Chesterton n'était pas un passéiste borné. Il nous enseigne à distinguer entre les traditions authentiques et les simples habitudes, entre la sagesse testée et les préjugés obsolètes. La vraie tradition chestertonienne est vivante, créative, adaptable. Elle ressemble à un fleuve qui garde sa direction fondamentale tout en s'adaptant aux nouveaux terrains qu'il traverse. Elle maintient ses principes essentiels tout en trouvant de nouvelles formes d'expression. Concrètement, cela signifie apprendre à poser les bonnes questions. Pas « que faisaient nos ancêtres », mais « pourquoi le faisaient-ils ainsi ?» Pas « comment reproduire exactement le passé », mais « comment incarner aujourd'hui la sagesse éternelle qu'ils nous ont transmise ?» Dans votre vie familiale, cela peut signifier retrouver le sens des rituels, des célébrations, des traditions qui créent du lien et du sens. Pas par nostalgie, mais parce que vous comprenez leur fonction profonde dans la construction de l'identité et du bonheur familial. Dans votre vie spirituelle, cela signifie découvrir la richesse de la tradition chrétienne, non comme un musée poussiéreux, mais comme un trésor vivant de sagesse mystique et pratique. Consultez les saints comme des amis, priez avec les mots que des millions de croyants ont sanctifiés par leur usage. Et voici peut-être l'application la plus libératrice, cette perspective chestertonienne vous donne le courage de résister aux tyrannies contemporaines. Quand tout le monde autour de vous succombe à une mode intellectuelle, vous pouvez vous appuyer sur la sagesse des siècles. Vous n'êtes plus seul face aux pressions sociales, vous avez derrière vous cette immense armée de témoins qui ont traversé les mêmes épreuves.
Nous voici arrivés au terme de notre exploration, mes amis, et j'espère que vous commencez à percevoir l'ampleur de la révolution intellectuelle que Chesterton nous propose. En découvrant cette démocratie des morts, vous ne vous contentez pas d'acquérir une nouvelle perspective philosophique, vous vous libérez de la plus subtile des tyrannies, celle qui vous fait croire que vous êtes condamné à réinventer seul toute la sagesse humaine. Car voyez le chemin parcouru. Nous sommes partis de cette idée apparemment évidente que le progrès signifie l'émancipation du passé, que la modernité se définit par sa rupture avec la tradition. Et nous découvrons finalement que cette rupture ne nous a pas libérés, elle nous a appauvris, isolés, rendus vulnérables à toutes les manipulations contemporaines. Chesterton nous révèle que la vraie liberté consiste à rejoindre cette conversation universelle de l'humanité, à bénéficier de l'expérience accumulée des siècles, à voter aux côtés de cette immense assemblée démocratique qui transcende les accidents temporels. Vous n'êtes plus prisonnier des modes intellectuels de votre époque, vous avez accès à la sagesse testée des millénaires. Maintenant, voici votre plan d'action en 3 étapes pour commencer à pratiquer cette démocratie chestertonienne des morts. Premièrement, dans les prochaines 24 heures, choisissez une tradition familiale, culturelle ou spirituelle que vous avez négligée ou rejetée. Posez-vous cette question chestertonienne, pourquoi cette tradition a-t-elle survécu si longtemps? Recherchez sa fonction profonde, sa sagesse cachée, au lieu de vous contenter de l'étiqueter comme dépassée. Deuxièmement, au cours de la semaine prochaine, identifiez un domaine de votre vie où vous suivez aveuglément les conseils contemporains, éducation, relations, travail, spiritualité. Consultez consciemment la sagesse traditionnelle sur ce sujet. Lisez des auteurs classiques, interrogez vos aînés, explorez les pratiques ancestrales. Comparez cette sagesse testée avec les modes actuels. Troisièmement, pendant le mois prochain, développez l'habitude de consulter cette démocratie des morts avant vos décisions importantes. Créez votre propre conseil de sages imaginaires, quels grands esprits du passé aimeriez-vous consulter? Quelles traditions authentiques pourraient guider vos choix? Faites de cette consultation une discipline spirituelle régulière. Mes amis, Chesterton nous a légué cette phrase lumineuse, la tradition est la démocratie étendue à travers le temps. Elle consiste à donner un vote à la plus obscure de toutes les classes, nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. Cette tradition refuse de se soumettre à la petite et arrogante oligarchie de ceux qui se trouvent simplement être en train de se promener alentour. Imaginez votre vie dans un mois si vous commencez dès aujourd'hui à pratiquer cette démocratie élargie. Plus jamais vous ne serez seul face aux défis de l'existence. Plus jamais vous ne serez prisonnier des tyrannies éphémères de votre époque. Vous aurez rejoint cette conversation millénaire de l'humanité, vous ferez partie de cette tradition vivante qui relie tous les chercheurs de vérité à travers les siècles. La vraie question n'est plus « que dit notre époque ?» mais « que dit l'humanité ?» Et cette humanité, cette immense démocratie des vivants et des morts, vous attend pour enrichir votre perspective et libérer votre esprit. Si cette révolution chestertonienne vous inspire et que vous voulez continuer à explorer les paradoxes qui transforment, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Car la prochaine fois, nous découvrirons comment cette démocratie des morts nous révèle la véritable nature du progrès, et pourquoi Chesterton affirmait que le progrès véritable marche à reculons. Mes amis, vous n'êtes plus seuls. Vous avez derrière vous l'armée invisible de tous ceux qui ont cherché la vérité avant vous. Bienvenue dans la vraie démocratie de l'humanité.